Hello les plongeurs, aujourd'hui on va creuser le sujet du biomimétisme. C'est juste passionnant, comment des centaines de boîtes arrivent à s'inspirer de la nature pour innover chaque jour. Et franchement, quand tu plonges dans ce sujet, tu le verras à la fin de cet épisode, tu te dis que c'est exactement là qu'il faut mettre nos ressources en France. C'est hyper inspirant. Alors déjà, merci beaucoup à Sandra Rey, qui est la cofondatrice du startup studio Anima et qui a coécrit avec nous cette édition. Elle a créé un startup studio qui travaille avec des chercheurs bio-inspirés pour propulser des découvertes du labo au marché. Alors déjà, on va commencer par quelques chiffres. Un premier exemple qui est assez connu, c'est celui du Shinkansen, c'est le TGV japonais. Ils ont réussi à réduire de 16% la consommation d'énergie de ce train en repensant son nez. Alors tu as peut-être l'image de ce nez tout en longueur qui en fait reproduit le fonctionnement du bec d'un martin pêcheur. Et alors on peut se poser la question, combien d'inspirations comme ça on peut retrouver dans la nature? Alors dans l'outil d'intelligence artificielle Asteria, qui a été développé par le startup studio de Sandra notamment, il y a plus de 680 000 mécanismes de biomimétisme qui ont été recensés, qui sont applicables à l'industrie directement. Alors on pourrait se dire en plus que c'est uniquement un échantillon, hein, donc la nature peut vraiment devenir un accélérateur d'innovation assez exceptionnel. Un chiffre qui m'a marqué aussi, Microsoft dans ses data centers IA, ils ont réussi à diminuer de 65% l'élévation maximale de température du silicium. Et ils ont fait ça avec des technologies qui sont inspirées des veines naturelles, donc comme les veines du corps humain. Et ce refroidissement, en fait, leur ouvre la voie à des densités de calcul vraiment supérieures. Donc le biomimétisme, on le voit dans cet exemple, devient de plus en plus stratégique et il y a même de plus en plus de demandes à ce qu'on soutienne la souveraineté biomimétique. Alors il y a beaucoup d'argent en jeu aussi. L'impact estimé de la co-conception avec la nature sur l'économie d'ici 30 ans, selon le BCG, c'est 30 000 milliards de dollars quand même, donc c'est 40% du PIB mondial d'ici 30 ans. Et donc on pourrait se dire, ok, encore un marché que les Américains et les Chinois vont prendre avant tout le monde. Mais on a des gros avantages en France. Et notamment, il faut savoir qu'il y a 10% de la biodiversité mondiale qui est située sur des territoires français, hein, France métropolitaine et Outre-mer. Et c'est un avantage qui est dingue. Les startups bio-inspirées françaises ont d'ailleurs levé 600 millions d'euros depuis 10 ans. Et on a la capacité de prendre de l'avance. Donc c'est vrai, ça serait vraiment super intéressant de prendre de l'avance sur ce sujet en France qui est de plus en plus stratégique. Alors, petite définition, parce que le biomimétisme, c'est pas un mot du quotidien non plus. Bon, déjà, c'est super simple. Ça vient du grec. Bio, la vie, mimésis, l'imitation. Donc, on pourrait se dire, ok, le biomimétisme, c'est imiter la nature, imiter la vie. Fin de l'histoire. Mais non, il faut aller un petit peu plus loin que ça. La preuve avec l'aventure d'Icare, que tu connais probablement. Pionnier du biomimétisme, en fait. Hein. Il se dit que ça serait cool d'imiter un oiseau pour voler. Donc il se fixe des jolies plumes sur le corps avec de la cire, sauf qu'elles fond. Et voilà, donc il suffit pas de ressembler à un oiseau pour voler, il faut aussi prendre en compte l'interaction des matériaux avec l'environnement qu'on rencontre. Donc en fait, il y a 2 biomimétismes. Il y a celui de surface et il y a celui qui marche vraiment. Commençons par celui de surface. Le biomimétisme de surface, c'est celui qu'on voit le plus souvent. On peut souvent penser le vivant comme un répertoire d'idées. On repère une forme qui marche dans la nature. Ça peut être une aile, une peau, une coquille. Alors on s'émerveille et on tente de la reproduire. C'est sympa, mais on copie un résultat en fait, sans importer le mode d'emploi. Donc le résultat typique, c'est quoi? On reproduit une forme à la mauvaise échelle, dans le mauvais matériau ou dans le mauvais régime physique, et on conclut que le biomimétisme, c'est bien sympa, mais c'est pas industrialisable. Ça, c'est quand même la plupart du temps. Et en fait, le biomimétisme qui marche, ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, il faut voir la nature comme une source d'inspiration qui puise dans des milliards d'années de sélection continue sous contrainte. Avec des variations de température, des variations de pression, avec peu de ressources, avec beaucoup de prédateurs. Donc prenons 10 secondes pour réfléchir. Qu'a fait la nature pour obtenir une innovation qui marche dans un environnement donné maintenant? En fait, elle a testé,
retesté, re-retesté des milliards de fois pendant des millions et des milliards d'années. Donc on doit faire pareil, on doit transposer ces résultats dans notre contexte, dans notre industrie. Donc la définition du biomimétisme qu'on préfère, en fait, c'est celle-là. C'est que le biomimétisme, c'est une démarche qui vise à considérer les stratégies d'adaptation du vivant à son environnement, comme le fruit d'une R&D de 3,8 milliards d'années par essai-erreur, et de s'en inspirer pour innover de manière soutenable. Ça, c'est dans une étude de l'ADEME. Donc on ne copie pas des idées, en fait. On réutilise des modules fonctionnels qui ont été trouvés dans la nature et on les teste avec tous les paramètres nouveaux, tous les paramètres qui changent dans le nouvel environnement dans lequel on veut le mettre en place. Et ça va permettre de garantir la robustesse de l'innovation. Ça va permettre de garantir que ça marche vraiment. Voilà, là on rentre dans la profondeur du sujet comme j'aime dans le plongeoir. C'est vraiment un sujet fascinant. On va passer à quelques dates en revue qui sont très utiles sur ce biomimétisme. Donc la première, 1488, Léonard de Vinci réalise ses premiers dessins d'ornithoptères. En fait, il cherche à voler en reproduisant les battements d'ailes de l'oiseau. Et il n'y arrive jamais. Il dit « scrute la nature, c'est là qu'est ton futur », mais il n'arrive pas à faire voler son ornithoptère. En 1997, on a la biologiste américaine Janine Benyus qui popularise le biomimétisme pour la première fois dans son ouvrage Biomimicry, Innovation Inspired by Nature et dans un fameux TED Talk à 1,8 million de vues que tu peux aller regarder. Première fois que vraiment on pose les bases du biomimétisme. Et 2021, intéressant, c'est l'entreprise allemande Festo qui lance un robot oiseau ultra léger qui est inspiré de l'hirondelle. Donc on a l'impression de voir un peu l'évolution de cette réflexion sur l'ornithoptère de Léonard de Vinci, cette fois en toute petite forme, et ça fonctionne. Mais à part sur les écrans de Dune, le fameux film, c'est toujours impossible pour l'homme aujourd'hui de reproduire à grande échelle les battements d'ailes de l'oiseau et de se faire voler lui-même. La mécanique finit toujours par casser. Je trouve ça à la fois fou et beau que l'humain ait toujours pas réussi aujourd'hui à reproduire ce mouvement des ailes pour lui-même. Alors maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. Pourquoi le biomimétisme peut tout changer? Alors, on a le code pénal comme base juridique, on a le code source comme base pour les développeurs, et il y a le code du vivant. C'est un peu le code ultime. C'est un code qui a été éprouvé à l'échelle et dont chaque résultat a été sélectionné par quasi 4 milliards d'années de pression évolutive. C'est imbattable comme code. Donc la sélection naturelle ne récompense pas la performance sur une démo, en fait, comme un investisseur pourrait récompenser la performance d'une start-up sur une démo. Elle récompense la performance dans la durée, avec des variables qui changent en permanence, avec des ressources limitées. La fonction qui finit par s'imposer dans la nature est donc ultra complexe. C'est ce que Léonard de Vinci a fini par réaliser après ses tentatives de vol d'ornithoptère. Il fallait en fait répliquer le mécanisme du battement des ailes, certes, ce qu'il pensait vraiment important de faire, mais aussi le phénomène de portance spontanée de l'atmosphère, par exemple. Et c'est toute la différence entre copier la nature et s'inspirer de son fonctionnement complexe. Alors voilà ce qu'il faut faire, 4 choses pour que le biomimétisme fonctionne vraiment. C'est pas juste regarder et imiter. Il faut d'abord identifier la fonction. Premier point. Voler, dissiper la chaleur, limiter l'encrassement, résister à l'impact, se réparer. On identifie une fonction qu'on veut trouver dans la nature. Ensuite, on vient extraire le mécanisme qui fonctionne dans cette nature. Ça peut être par exemple des microtextures sur la peau d'un requin ou des structures géométriques. Ensuite, troisième point, on va documenter les conditions de validité. Dans quelles conditions ça fonctionne aujourd'hui dans la nature? À quelle échelle? Avec quel niveau d'humidité? Avec quelle viscosité? Avec quelle température? Etc. Et puis ensuite, on va standardiser l'intégration dans notre système technique. Donc, comment on va le fabriquer? Quelle tolérance il va y avoir? Quelle maintenance va être nécessaire, etc., etc. J'aime beaucoup cet exemple, tu vas voir. Une équipe canadienne a réussi à augmenter de 20% l'efficacité des pales d'éoliennes. On pourrait se demander comment ils ont fait. En fait,
Elle s'est dit qu'elle pouvait capitaliser sur les millions d'années d'évolution des nageoires des baleines à bosse, parce qu'elles arrivent à faire déplacer à une vitesse très rapide une baleine avec un poids extraordinaire. Mais jusqu'à preuve du contraire, la baleine ne vole pas et les éoliennes ne sont pas sous-marines. Donc il fallait tester la capacité de ces pales d'éoliennes, inspirées de nageoires, dans de nouvelles conditions de validité, puisqu'elles brassent de l'air et pas de l'eau. Alors je te conseille d'aller faire un petit tour sur l'incroyable base de données Ask Nature du Biomimicry Institute. Tu peux y retrouver 1800 stratégies biologiques. En fait, c'est le genre d'endroit où on peut passer la journée. Tu peux regarder toutes ces stratégies dans la nature et comprendre comment elles fonctionnent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas classé par être vivant, comme on pourrait l'imaginer, tel animal ou telle plante, mais bien par fonction. Encore une fois, voler ou réparer, etc. Alors, parlons maintenant d'open source. Je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire l'open source, une stratégie open source. L'idée, c'est de rendre public un morceau de ce qu'on a construit pour que d'autres puissent l'utiliser et l'améliorer. Et en échange, on a un effet de levier énorme. On ne se retrouve plus tout seul, on peut s'appuyer sur une communauté entière. J'aime beaucoup l'exemple de WordPress, qui est un exemple connu. Ils ont développé l'un des outils de création de sites web les plus utilisés au monde. Le cœur de WordPress est en open source, donc résultat, des millions de développeurs l'améliorent en continu, détectent des bugs ou inventent de nouveaux usages. Et en parallèle, évidemment, il faut qu'ils aient un modèle économique. Donc WordPress a développé un modèle économique de vente de services sur mesure, d'accompagnement à ceux qui le souhaitent. Il faut comprendre le potentiel énorme que l'open source peut avoir pour le biomimétisme. Alors, comment fonctionne l'open source ? L'open source n'a pas été révolutionnaire dans le logiciel juste parce qu'il était gratuit, mais parce que c'est un accélérateur industriel. Donc regarde 3 points. Premier point, innovation. Des millions de personnes testent en permanence les solutions. Et seules les solutions qui marchent sont adoptées par la communauté. Donc c'est un excellent moyen d'innover. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la loi de Linus, qui permet une robustesse en fait. On appelle ça la robustesse par exposition massive. Plus il y a d'usages, plus il y a de contributeurs, et bien plus les failles sont détectées, corrigées, bref, plus le système devient robuste. Très grosse force de l'open source. Et le dernier point, c'est l'interopérabilité. Donc, comme des millions de personnes utilisent les solutions, l'open source crée naturellement des langages communs pour que toutes les solutions puissent être utilisées par tout le monde. Donc des formats, des protocoles standards. Et il y a moins de friction d'intégration, il y a beaucoup plus du coup de diffusion, et donc encore plus d'innovation. Alors ces 3 points, innovation, robustesse par exposition massive et interopérabilité, c'est vraiment intéressant parce que entre le code source logiciel et le code du vivant, il y a de très nombreux parallèles et c'est là que ça devient fascinant de comprendre le potentiel. Ce que l'open source a fait au logiciel, le biomimétisme peut le faire à des pans entiers de l'industrie. On peut créer des briques réutilisables basées sur ce qui a été prouvé comme efficace dans la nature, dans le code vivant. Reprenons nos 3 exemples, innovation, robustesse et interopérabilité. Dans l'innovation, en fait, des millions de modules fonctionnels sont en permanence testés par le vivant et son principe d'évolution. Seuls ceux qui fonctionnent restent. Donc des systèmes d'anti-fouling, d'adhésion, de filtration, de refroidissement, de résistance, de légèreté, etc. Et tous ces éléments deviennent une inspiration géniale pour l'innovation dans l'industrie, qu'on peut rendre open source disponible pour tous. Le deuxième point sur la robustesse par exposition massive, en fait, s'inspirer de la nature pour innover, c'est un peu genre pré-testé par l'évolution. Toutes les innovations qui sont développées dans la nature ont été pré-testées pendant des millions d'années. Donc ce n'est pas un argument poétique. Certains mécanismes ont survécu à de la variabilité, à des cycles, à des adversaires, à des contraintes d'accès aux ressources. Ce n'est pas une garantie automatique de durabilité parce que l'implémentation humaine peut être catastrophique dans notre propre environnement, dans notre propre industrie, mais c'est quand même un signal fort de robustesse et de résilience fonctionnelle, toutes ces solutions trouvées dans la nature. Et le troisième point, l'interopérabilité, c'est en fait le vrai super pouvoir du vivant que tout le monde rêverait de reproduire. Une solution biologique, ça s'insère quasiment jamais seule. En fait, elle va cohabiter avec d'autres organismes à de très nombreuses échelles, dans un système qui doit tenir sur le long terme. Et c'est exactement ce que l'industrie cherche à faire et qu'elle a du mal à faire. Elle optimise une performance isolée et puis elle se retrouve avec des effets secondaires partout.
Donc l'homme a beaucoup à apprendre de la nature ici sur cette interopérabilité et la capacité de ne pas créer des effets secondaires partout. Alors on a pu utiliser le code informatique open source pour développer Internet, et la question qu'on peut se poser, c'est donc si on utilisait ce code du vivant open source pour construire l'industrie de demain, qu'est-ce que ça pourrait donner? Alors je voulais te parler d'un truc qui s'appelle la révolution géométrique. La plupart de nos technologies dépendent de l'énergie. Je t'apprends rien ici. On chauffe pour transformer, on pressurise pour forcer. Le vivant a une démarche inverse. Il obtient des fonctions complexes avec des mécanismes passifs. Là où l'industrie va payer en kilowatts, la nature paye avec du génie géométrique. Tu te souviens de l'exemple du velcro dont on avait parlé dans notre plongeon sur le pouvoir de l'émerveillement? On pourra retrouver le lien dans la newsletter. Je te raconte vite fait. Georges de Mestral l'a inventé en 1952, le velcro, en s'inspirant du système d'accroche des graines de bardane. Il se baladait en forêt et il avait ces graines de bardane qui se collaient à son pantalon en velours, et donc il a analysé comment ça fonctionnait, cette accroche. Il a créé le velcro comme ça. Donc pour reproduire cette accroche, on aurait pu finalement utiliser de la colle, puis décoller avec du solvant, ce qu'on fait tout le temps, ou coller avec de la chaleur. Et on voit que la nature a réussi à faire cette fonction avec un modèle passif qui utilise très peu d'énergie. Tout se joue souvent à la surface, avec des micro-canaux, des textures, des porosités, des structures hiérarchiques géométriques. La plupart du temps, il suffit de redessiner l'interface entre deux mondes, l'air, l'eau, le solide, le liquide, le chaud, le froid, par exemple. Tout ça montre à merveille la capacité de la nature à utiliser une belle géométrie pour inventer une nouvelle fonction beaucoup moins énergivore. Alors, les innovations fusent en ce moment dans le domaine de la régulation de température, donc dans le domaine chaud-froid. On peut s'inspirer par exemple de la structure des poils des fourmis argentées du Sahara. Alors, comment des fourmis peuvent survivre à cette chaleur dans le Sahara? En fait, les fourmis poilues chauffent moins vite au soleil que les fourmis épilées. C'est formidable. On peut aussi s'inspirer de l'organisation hiérarchique du système vasculaire humain pour refroidir les data centers, par exemple. C'est ce qu'on avait discuté avec Microsoft. On peut s'inspirer de l'architecture des termitières pour l'isolation d'un immeuble. Il y a un projet comme ça qui s'appelle Eastgate au Zimbabwe. On peut aussi s'inspirer de l'architecture des mollusques pour créer l'efficacité thermique d'une bouilloire. Il y a un projet qui s'appelle Nautil. Donc on a souvent tendance à chercher les ruptures technologiques dans les gros objets et moins dans les détails invisibles. Mais le monde miniature a encore des milliards de secrets à révéler. Probablement qu'il y a beaucoup de l'innovation du futur qui s'y situe. On peut penser à la physique quantique d'ailleurs. En fait, on va passer du CAPEX au BIOPEX. Nos industries dépensent du capital pour construire des technologies gourmandes en énergie et en matière. On appelle ça les CAPEX. Donc on achète des machines toujours plus puissantes, on développe des couches supplémentaires de matériaux pour obtenir une fonction. Le vivant investit en amont. Il va multiplier les essais-erreurs pour créer une architecture qui n'a pas besoin de cette puissance. Donc c'est davantage de conception pour moins d'énergie, moins de matière et moins de déchets. Le BIOPEX pourrait devenir une nouvelle classe d'actifs industriels qui consiste à investir dans la géométrie et dans l'architecture. On pourrait valoriser de plus en plus les surfaces texturées, les gradients, les structures hiérarchiques qui délivrent des fonctions gratuites en usage, refroidir, acheminer, adhérer, se réparer. Donc en pratique, investir dans le BIOPEX, c'est choisir, si on prend par exemple un bateau, dans la réduction de traînée par des micro-textures sur la coque, on pourrait appeler ça l'effet peau de requin, plutôt que sur un plus gros moteur. C'est choisir l'adhésion, désadhésion par structure spatiale, ce qu'on appelle l'effet gecko, c'était aussi le sujet du velcro, plutôt que par des colles et des solvants. C'est choisir le refroidissement passif par la géométrie plutôt que par la climatisation, comme on l'a vu au-dessus avec les termitières, par exemple. Franchement, je trouve ça fascinant, tout ce qu'il y a à construire là-dedans. Par contre, attention, le biomimétisme n'est pas forcément durable. Pendant longtemps, le biomimétisme, c'était une discipline d'experts, c'était lent, c'était artisanal. Ce qui change quand même aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. On peut parcourir l'immense littérature scientifique et transformer des observations biologiques en stratégies exploitables très facilement. En fait, on a des outils pour naviguer la complexité. Alors, le biomimétisme peut-il nous sauver maintenant ? Eh bien, non.
On peut vivre dans l'illusion confortable que si c'est inspiré du vivant, c'est durable, mais c'est faux. Le biomimétisme, ça ne garantit pas du tout la durabilité. Ça met sur la table à la fois un potentiel et une responsabilité. Il faut s'accompagner de ce qu'on appelle une biomimétique. On peut se poser la question, quel est le sens de s'inspirer de la nature si c'est pour créer, par exemple, plus de peintures contenant des biocides ou des revêtements d'avions plus efficaces ou des nouveaux blindages de chars. Voilà, on doit choisir ce sur quoi on va travailler pour le biomimétisme. Prenons un exemple que j'adore, les abeilles. On peut créer des nanodrones pollinisateurs. C'est une équipe du MIT qui a fait ça. Donc, ils ont fait des espèces de micro-abeilles robotisées. Et ils disent ça permettrait de cultiver même lorsque toutes les abeilles auront disparu et qu'on ne pourra plus polliniser à cause de notre bêtise humaine finalement. Bon, on peut s'inspirer de ça, mais on peut aussi décider plutôt de s'inspirer dans un process de décision collectif et démocratique exceptionnel chez les abeilles. Ça peut nous aider à prendre de meilleures décisions. Il y a un livre qui s'appelle La démocratie des abeilles. Tu peux regarder, on a mis le lien dans la newsletter si ça te passionne. Alors maintenant, je te propose qu'on plonge dans une quinzaine de projets exceptionnels de biomimétisme pour voir un peu de concret et voir quelles sont les belles aventures du secteur qu'on peut regarder aujourd'hui. Alors première catégorie, concevoir des projets bio-inspirés. Comment est-ce qu'on fait ? 2 boîtes. La première, Asteria, on en a parlé un petit peu avant, c'est une start-up française d'IA qui a été cofondée par le Cybios et par le start-up studio Anima, dont Sandra, qui a coécrit ce plongeoir, fait partie. Alors ce qu'ils font, c'est assez dingue, hein. Tu peux aller voir. Ils vont avoir une IA qui intègre la plus grande base de données du vivant. Donc tu as 960 000 articles scientifiques, 680 000 mécanismes du vivant, 220 000 brevets. Les équipes de R&D design en fait, d'une entreprise peuvent interroger la nature sur des stratégies fonctionnelles pour répondre à leurs problématiques dans cette IA. Tu as par exemple 25 industriels comme L'Oréal, Pierre Fabre ou Salomon qui l'utilisent tous les jours dans de nombreux secteurs. Hyper intéressant. Ensuite, tu as une boîte que j'aime bien qui s'appelle Nanoscale Labs. Et eux, en fait, ils vont t'aider, une fois que tu as un projet de biomimétisme, à le concevoir et le fabriquer. Parce qu'une fois que tu as l'idée, parfois, si c'est un sujet nano, tu vois, un sujet très petit, c'est trop difficile à construire. Nanoscale Labs, ils te permettent de développer des procédés de production par pulvérisation 100 fois moins cher que les solutions précédentes pour des nano-structures. Deuxième catégorie, créer des usines à température ambiante, comme le corps humain et les araignées font, par exemple. Donc Minéalite, c'est une start-up française qui s'est inspirée de la capacité du corps humain à fabriquer des pierres. On fabrique, c'est quand même dingue, à 37 degrés, on fabrique des dents, des os, des calculs rénaux. Alors ils répondent à un problème simple, la consommation énergétique massive de la construction traditionnelle, ciment, plâtre, enduit synthétique, résine. Beaucoup de matériaux sont aussi difficiles à recycler. Et donc, ce qu'ils travaillent avec leur solution, c'est une réaction chimique douce entre des composants naturels qui recréent en accéléré le processus de formation des pierres, des roches, etc. On a aussi Modulatio qui s'inspire de la structure des os pour construire avec moins de matière. En fait, un os, à l'intérieur, c'est une structure alvéolaire. Tu dois voir un peu, ça ressemble un peu à une ruche finalement. Et le problème de l'industrie du matériau de construction, c'est que ça consomme beaucoup de matière. Et leur solution pourrait permettre, en utilisant ces alvéoles, de créer des dalles de béton ou des structures métalliques avec 70% moins de matière, une super thermorégulation et puis beaucoup de robustesse. Donc gros potentiel pour ce sujet. Ensuite, tu as ArtSilk, qui est un sujet de soie artificielle. C'est un projet issu de la recherche suédoise. Le problème qu'ils adressent, c'est que les fibres textiles synthétiques aujourd'hui consomment 60 millions de tonnes de plastique par an. C'est immense. C'est 500 000 tonnes de microplastique dans l'océan. C'est 40% des émissions de CO2 du textile chaque année. Les produits textiles durent en moyenne 5 ans, moins de 1% sont recyclés. Enfin, c'est très très compliqué. Et alors la production de soie conventionnelle à partir de vers à soie consomme 67 fois plus d'énergie que le coton, on consomme beaucoup d'énergie. Et elle sacrifie quand même 1500 vers à soie pour 100 grammes de soie. Donc c'est pas forcément le produit le plus durable. Donc la solution qu'ils essayent de creuser, c'est des fibres de soie
à base d'un procédé de filage à base d'eau qui, en fait, mime la biologie des araignées qui sont capables de faire donc ces toiles d'araignée. Donc c'est des fibres qui sont solides, qui sont biodégradables, qui sont recyclables, qui pourraient devenir demain, du textile. Donc c'est hyper inspirant. Nouvelle catégorie, intéressante, réinventer le traitement de surface d'un matériau grâce aux requins et au lotus. Alors il y a une boîte qui s'appelle Sharklet Shield, qui est une entreprise américaine. Ils ont imaginé une microtexture inspirée de la peau de requin pour empêcher les microbes de s'accrocher à une surface. Le problème, il est énorme, hein. Dans les lieux publics, il y a des surfaces qu'on appelle high touch. Tu vois, les poignées, les boutons d'ascenseur, les barres, les comptoirs. C'est des zones de passage pour les micro-organismes. Et les solutions classiques, c'est souvent voilà, des produits chimiques, du nettoyant. C'est contraignant parce qu'il faut passer plein de fois et puis c'est peu durable. Alors, ils ont développé une solution géométrique, justement, qui est une surface composée de millions de micro-reliefs organisés en motif diamant. C'est inspiré de la peau de requin et la texture est minuscule. Elle est invisible à l'œil nu, en fait, imperceptible au toucher, mais elle agit en continu en perturbant l'attachement et la colonisation des micro-organismes. Je trouve ça vraiment fascinant. Une autre boîte, Cellulotech, c'est une boîte franco-canadienne qui rend les matériaux comme le papier ou le carton résistants à l'eau. Alors ça, c'est un énorme enjeu aussi, parce que le problème, c'est que pour rendre les matériaux de base, comme du papier ou du carton résistants à l'eau, aux graisses, au gaz, pour les produits alimentaires ou pour tous les emballages, on ajoute souvent des couches qu'on appelle du coating, qui sont issues de matériaux problématiques, quoi, du plastique, des cires, il y a plein de PFAS. C'est un enfer à recycler et ça génère de gros enjeux environnementaux. Et donc leur solution, Cellulotech, elle s'inspire de la feuille du lotus. Tu peux regarder, ça s'appelle l'effet lotus. Et sa microtexture, ça crée une super hydrophobie. Donc l'eau perle et glisse en emportant les salissures. Donc pour y arriver, ils ont développé un procédé de chimie verte qui va utiliser des réactifs biosourcés. Et le résultat, c'est qu'on crée la barrière cherchée, mais sans altérer la recyclabilité. Donc c'est super intéressant pour les marchés de l'emballage ou de l'hygiène, pour moins de plastique et moins de PFAS. Il y a beaucoup d'innovations comme ça qui se développent avec des propriétés hydrophobes issues de la nature, issues du lotus. Il y en a une autre qui s'appelle Fusion Bionic, que tu pourras regarder. Ensuite, on peut créer des matériaux plus résistants grâce aux crevettes. Ça, c'est pareil, c'est un truc un peu inattendu. Il y a une boîte qui s'appelle Helicoid Industries qui s'est inspirée de la capacité de certains crustacés, à frapper à une vitesse plus rapide qu'une balle de calibre 22 sans se fissurer, quand même. Donc le problème, c'est que tu as beaucoup de matériaux qui échouent au même endroit, une fissure naît, elle se propage rapidement et ça casse. Donc la solution classique, c'est quoi ? C'est on surdimensionne pour pas que ça se fissure. La solution qu'ils ont développée, qui est issue de la crevette menthe, c'est une architecture interne qui dissipe l'énergie des impacts et qui empêche les fissures de se propager. Donc en fait, Helicoid s'inspire de cette crevette. Le principe, c'est que tu as des couches de fibres qui sont empilées avec un décalage angulaire régulier d'environ 15 degrés, ce qui dévie et stoppe la propagation des fissures en fait. Donc le résultat, c'est que tu as des produits qui peuvent être plus légers, plus solides, et qui peuvent être utilisés par exemple dans l'automobile. Donc qui aurait pensé qu'on aurait pu s'inspirer d'une crevette dans l'automobile ? Coloré sans chimie, en s'inspirant du papillon. Hyper intéressant, une boîte qui s'appelle Sparxel, qui est une start-up américano-anglaise, cofondée par un Français. Il remplace des pigments traditionnels par une technologie de couleur structurelle qui est inspirée des oiseaux, qui est inspirée des papillons. Donc le problème, on le connaît, la production de pigments colorés, ça a un énorme impact social ou environnemental. Et donc il faut trouver des alternatives avec la même brillance, avec la même intensité, avec la résistance à la décoloration, compatible avec des usages industriels. Et alors leur solution, elle industrialise un principe naturel qui est la couleur structurelle. Donc en fait, la couleur ne vient plus d'un colorant chimique, elle vient d'une micro-architecture qui manipule la lumière. Et donc leur matière première, c'est la cellulose, qui est abondante, qui est renouvelable, et qui pourrait potentiellement demain permettre de produire des packaging avec de la couleur inspirée du papillon. On peut détecter les feux de forêt en s'inspirant des pommes de pin. Cet exemple-là est assez intéressant aussi. C'est une boîte qui s'appelle Piri. C'est une start-up anglaise et elle s'attaque donc à la détection des feux de forêt.
qui sont un risque, systémique en énorme accélération. Alors ça détruit des vies, des habitats, des puits de carbone, ça génère des émissions de CO2, des coûts économiques massifs. Bon, il y a pas de débat, c'est un énorme fléau. Dans le plongeoir, Les forêts poumons du monde, on en parle. Et leur solution, elle s'inspire des pommes de pin sérotineuses. C'est des pommes de pin qui restent fermées tant qu'il y a pas de chaleur extrême et qui s'ouvrent en fait quand un feu survient. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transposé ce principe à un réseau décentralisé de capteurs qui sont activés par la chaleur. Et c'est des capteurs organiques en plus, donc c'est intéressant. Ils sont fabriqués avec, de l'électronique du coup non toxique. Et donc lorsqu'un capteur est exposé à une chaleur extrême, il génère suffisamment d'énergie pour émettre un signal et du coup, à diffuser, l'information qu'il y a un feu de forêt. Donc c'est des unités qui sont annoncées, 0 maintenance, déployables rapidement. On pourrait presque les semer dans les forêts pour, s'assurer d'avoir, suffisamment l'information des feux de forêt, tôt. On peut aussi, je trouvais ça intéressant d'en parler, imaginer une gouvernance bio-inspirée. C'est le cas des insectes. J'avais envie de poser ça là. Le biomimétisme, c'est pas que créer de la matière. On peut repenser une organisation. On l'a parlé avec les abeilles d'ailleurs plus haut. Donc quelques exemples intéressants, tu as le groupe chinois Haier qui s'est restructuré en un réseau de micro-entreprises dotées d'une autonomie décisionnelle. Donc on est à l'image des structures cellulaires des organismes vivants. C'est aussi, Acorus, qui a fait ça en France. C'est un exceptionnel exemple français que tu peux lire dans le plongeon portrait que j'avais fait, d'Acorus. Buurtzorg, entreprise de plus en plus connue pour cet exemple, de décentralisation de l'organisation et de la décision. C'est une boîte de soins infirmiers, aux Pays-Bas. Chaque équipe terrain est composée de 6 à 12 infirmiers sans boss. On avait présenté ce modèle super inspirant d'ailleurs dans l'édition, Réinventer l'entreprise que tu pourras trouver. Morningstar, une boîte, américaine de transformation de tomates. Pareil, eux, ils ont supprimé les titres et les hiérarchies, voilà, ils s'inspirent de cette auto-organisation en vigueur que tu peux avoir dans la nature. Apparemment, ça fonctionne très bien pour eux. Il y a aussi un exemple intéressant qui est le Unmanagement Style chez Gore-Tex, la fameuse, entreprise dans le textile, qui encourage la création de réseaux internes, dans lesquels le leadership est acquis par l'expertise plutôt que par l'attribution. Et c'est un exemple que tu peux retrouver dans les insectes sociaux en fait, ou les espèces marines. Écoute, moi j'ai trouvé ce sujet complètement passionnant. Je sais pas, si c'est partagé. Si c'est le cas, hésite pas, à envoyer cet épisode de podcast ou la newsletter, partout autour de toi, parce que ça serait tellement bien que la France fasse le pari d'accélérer massivement dans ce domaine, du biomimétisme et qu'on puisse devenir vraiment des leaders de ce sujet parce que c'est assez fascinant. Voilà. Donc si ça vous parle autant que moi, partagez, partagez, partagez les amis. Merci beaucoup encore à Sandra, la cofondatrice d'Anima, le startup studio de biomimétisme, qui a coécrit cette édition. C'est grâce à elle qu'on a tous ces exemples et toute cette expertise. Merci aussi à Alice qui a coécrit avec moi. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Merci à tous.